Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de l'innovation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène outre-Atlantique. Henri Joseph, fondateur de Phytobocase, va nous plonger dans l'univers luxuriant de l'île d'Émeraude. Son conte interrogera l'innovation au regard du respect de l'environnement. En effet, nous allons nous demander comment on peut concilier tradition, innovation et biodiversité. Préparez-vous à découvrir une végétation aux richesses insoupçonnées. Vous écoutez les contes de l'innovation, le podcast frais et innovant proposé par Myriagone Conseil. Alors aujourd'hui, nous accueillons Henri Joseph. Il est le fondateur et président de Phytobocase. Il va nous raconter la passion d'un petit garçon, sa passion pour l'île d'Émeraude. Grâce à cette passion, notre héros n'hésitera pas à se confronter aux plus grands monstres pour mener sa quête de l'économie symbiotique. Cette passion, il nous en avait déjà parlé lors de l'événement des Contes de l'innovation en 2018. Aujourd'hui, il a accepté de venir nous la partager à nouveau au micro du podcast des Contes de l'innovation. Bonjour Henri. Bonjour Aline. Bienvenue au micro des Contes de l'innovation. Vous nous rejoignez à distance puisque vous enregistrez depuis la Guadeloupe. Tout à fait. Alors, Henri, je vais vous laisser vous présenter et présenter Phytobocase en quelques mots pour que l'on puisse faire connaissance, que nos auditeurs puissent faire connaissance avec vous. Bon, s'il fallait me présenter, tout d'abord, je suis le docteur Henri Joseph. Je suis né dans un très beau pays, dans un paradis, l'île d'Émeraude, qui s'appelle la Guadeloupe. Et j'ai fait mes premières études de biologie à l'université de Pointe-à-Pitre. Puis, je suis parti à Montpellier faire des études de pharmacie, puis des études d'agronomie à Toulouse, pour terminer un doctorat de troisième cycle à Toulouse de recherche sur les plantes tropicales. Après, je suis revenu en Guadeloupe où j'ai commencé par créer un petit laboratoire de recherche avec un médecin angiologue, parce que ma thèse, c'était sur une plante qui avait une action sur le retour du sang veineux. Et par la suite, j'ai repris ma route de secours de pharmacien et pendant 12 ans, j'étais pharmacien d'officine et j'ai inventé pas mal de produits à l'intérieur de cette officine, mais je passais plus mon temps à fabriquer des produits à base de plantes qu'à vendre des spécialités pharmaceutiques. Donc j'étais contraint en 2004 de vendre ma pharmacie pour créer la société Phytobocase avec mon ancien professeur de chimie qui m'a formé à la chimie des plantes quand j'étais à l'université des Antilles de la Guyane. Et Phytobocase, en fait, c'est l'aventure que je vais vous raconter. Henri, vous allez nous raconter l'histoire merveilleuse d'une île à la flore luxuriante. Mais avant cela, il me semble que nous avons un rituel à respecter. Très bien, Aline. Vous savez, quand on raconte des histoires en Guadeloupe, dans mon île natale, on débute nos contes toujours par « Tim Tim » et le public répond « Brassette ». Et on poursuit par « Est-ce que la cour dort ?» et le public répond « Non, la cour ne dort pas ». Maintenant, à votre tour, je dis « Tim Tim » et vous répondez « Bois sec ». Très bien. Est-ce que la cour dort? Vous répondez Non, la cour ne dort pas. Ah, puisque la cour ne dort pas, je vais pouvoir raconter mon histoire. Il était une fois, dans l'Atlantique, flottait une île magique en forme de papillon. Elle était verte, mais tellement verte, qu'on l'appelait l'île d'Émeraude ou papillon d'Émeraude. Aucun homme n'y habitait. Elle était peuplée que de plantes, d'insectes, d'animaux marins et terrestres. Tous ces êtres vivants vivaient en symbiose et en harmonie avec la nature. Puis, au fil du temps, au cours de ces grandes époques migratoires qu'a connues la Guadeloupe, des hommes venant d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Afrique, peuplèrent cette île et finirent par créer un déséquilibre total de l'harmonie qui y régnait. C'est alors qu'un jour naquit, au beau milieu de cette forêt de Gourbert, un petit garçon. Son père et sa mère lui firent découvrir des aliments de l'île d'Émeraude et le soignèrent aussi avec des tisanes du jardin forestier magique de Gourbert pour qu'il devienne, quand il sera grand, un locavore. Tout en grandissant,
ce petit garçon devint très curieux et il se passionna pour toutes les plantes de l'île. Il passa ainsi son temps à les observer, à les cueillir, à les sentir. Il s'en servait pour fabriquer des jeux d'enfants, comme des cabrois, des sortes de petites voitures, des toupies, des cerfs-volants, même des billes qu'on faisait avec des graines de galva. Comme il allait à l'école à pied, il profitait pour manger des fruits sauvages, et ceci tout au long du chemin menant à sa classe. Le jeudi, il n'y avait pas classe. Non loin de sa maisonnée, zone très volcanique, il profitait des bassins d'eau chaude de Dolé et d'eau froide de Gros-Monde, les deux à proximité, pour se baigner. C'est ainsi que toutes ces observations, toutes ces sensations, toutes ces découvertes, issues de cette végétation luxuriante de Gourbert, marquèrent son enfance à jamais. Puis, arrivé à l'âge adulte, le petit garçon, devenu grand, se destina pour des études de biologie, de pharmacie, puis fit de la recherche. Après ses études, dans le vieux continent, il revient dans son île d'Émeraude et constata à quel point l'homme avait pollué, abîmé son île natale et magique. Devenu pharmacien, il se rendit compte comment sa jeunesse aussi était devenue obèse, comment sa population souffrait de maladies métaboliques comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires. Ses objectifs et ses choix furent à ce moment-là très clairs. Il décida alors de mieux nourrir et de mieux soigner sa population, et ceci uniquement avec les éléments du terroir de son île magique pour créer l'équilibre et l'harmonie perdue qui marquèrent son enfance. Il commença par éduquer son peuple, en passant de commune en commune, en comparant sur des bases scientifiques la valeur nutritionnelle des aliments importés, ultra transformés du vieux continent, par rapport aux éléments naturels du terroir de son enfance. Et là, les scandales internationaux sur les produits alimentaires et sur les pesticides finirent par lui donner raison. C'est alors que sa population s'aperçut du bien fondé de son combat. Il mena conjointement le même combat en tant que pharmacien pour que son peuple puisse se soigner avec les plantes médicinales locales. Mais il fut tout de suite confronté à la pression du gros méchant, appelé lobby. Il ne lâcha rien, mais rien, et continua à se battre sans jamais abdiquer. Pendant 12 ans, il va se battre. Et après 4 projets de loi, il fit reconnaître la pharmacopée de son île magique, mais aussi de ses îles sœurs appelées les régions d'outre-mer. Et ceci en faisant modifier le code de la santé publique française par le gouvernement. Fort de ce combat, il vendit sa pharmacie et créa une société totalement innovante avec son ancien professeur de chimie, le professeur Paul Bourgeois, qu'il va appeler Phyt, plante, obocase, autour de la maison. Phytobocase, les plantes autour de la maison étaient nées. Phytobocase innova dans tous les produits de santé et de cosmétiques, cueillis uniquement à partir des éléments de son île, magique et merveilleuse. Le petit garçon, devenu grand, mit à profit les résultats de toutes les curiosités enfouies dans la mémoire ancienne de son enfance pour tout simplement créer, mais surtout innover. L'enjeu pour lui, c'était d'aller chercher au plus profond de lui-même ce que nous avons d'original, de spécifique, et ceci dans notre environnement, et surtout les valoriser, ce potentiel par ce qu'on appelle la créativité inventive et surtout productive. Et cela passera, selon lui, que par la biodiversité, la tradition et l'innovation. Toutes ces créations furent orientées vers la prévention santé pour ne plus avoir à affronter les méchantes maladies, mais surtout les prévenir. Mais tout cela n'avait de sens que s'il réussissait à retrouver l'harmonie de la nature et de l'environnement qu'il avait connu durant son enfance dans l'île d'Émeraude. Un jour, il fit une découverte extraordinaire. En cherchant l'étymologie grecque du mot économie, mot que tout le monde emploie tous les jours, mais peut-être sans savoir le sens, il trouva les mots suivants: oikos, qui veut dire maison,
et nomos qui veut dire gérer, administrer. Donc le mot économie signifiait tout simplement pour lui gérer la maison. Mais de quelle maison parle-t-on? De l'île d'Émeraude. Est-ce que cette maison est bien gérée? Il se rendit compte alors que son île d'Émeraude et natale était attaquée par des monstres suffixes cides qui signifient tuer, insecticide, anti-insecte, herbicide, anti-l'herbe, anti-la plante, fongicide, on tue les champignons, molluscicides, on va tuer les limaces, les escargots, etc. Il décida alors de bannir et de repousser hors des frontières de l'île magique les monstres au suffixe ci de toutes les itinéraires techniques agricoles qui alimentaient sa société phytobocase en matière première. C'est ainsi qu'il décida de travailler autour de nouveaux concepts. Le fameux concept d'économie symbiotique était né. Ceci pour cultiver qu'avec la vie. Il préférait ne plus se battre ou affronter la nature en mettant toutes les formes de vie de l'île magique à contribution sous la houlette de 4 fées. Épurer, régénérer, fertiliser et surtout produire. Il orienta alors Phytobocase vers une nouvelle filière de plantes tinctoriales autour d'une plante productrice du bleu indigo pour colorer les textiles, mais aussi les cosmétiques. Cette plante magique, appelée aussi indigotier, de la famille des légumineuses, avait un super pouvoir. Elle enrichissait le sol en azote pour nourrir les autres plantes de Phytobocase grâce à une rhizobactérie fixatrice d'azote qui vivait en symbiose avec l'indigotier, tout simplement dans les racines, dans des sortes de gîtes ruraux appelés nodosités. Et là commence un deal entre ces deux vies, la plante et la bactérie. Tu vas me faire descendre du sucre, s'il te plaît, de tes feuilles par le biais de la photosynthèse. Ceci pour assurer mon énergie. Et moi, sachant que je sais capter l'azote de l'air, pour la rendre assimilable par 3, moi je vais te faire monter de l'azote. L'indigotier profita ainsi pour fabriquer ses feuilles, car la fameuse chlorophylle verte, sa molécule est composée de 4 atomes d'azote liés au magnésium. Et ceci lui permet de capter l'énergie du soleil. Alors que l'indigotine, la fameuse couleur bleue, en avait besoin de 2 pour pouvoir faire son bleu indigo. Cet or bleu. Puis, la biomasse, après extraction du bleu, lui permet de produire des champignons magiques qui, grâce à leurs filaments mycéliens, servaient, après épandage sur le sol, de réseau Internet de communication entre les plantes. Et ceci lui permettait de communiquer entre elles par ce qu'on appelle des mycorhizes, mycos qui veut dire champignon, rhiz qui veut dire racine, mycorhizes qui permettaient donc des échanges eau et sels minéraux, c'est-à-dire la nourriture dont avaient besoin les plantes. Ainsi, toutes les formes de vie étaient en équilibre. Alors, plus de soucis pour s'alimenter. Tout va bien. Grâce à ce réseau fongique et trophique, et les déchets des uns, finalement, deviendront la nourriture des autres. Il découvrit aussi que les fleurs de cet indigotier étaient pollinisées par des petites abeilles, mais toutes petites, comme une mouche, et qui étaient endémiques de l'île d'Émeraude, et qui vivaient seulement sur la planète dans cette petite île. Et le résultat de cette pollinisation lui permet, grâce aux graines, d'assurer les semis des cultures de l'année suivante et ainsi maintenir cette harmonie entre la plante tout en nourrissant cette abeille sauvage et protégée de son grand nom scientifique d'Exomalopsis barchi. Et toutes les productions agricoles de Phytobocase obéirent aux mêmes règles de collaboration avec la vie où tout un réseau trophique était en équilibre, et ceci sans pesticides, sans herbicides et surtout sans engrais chimiques. Ainsi, ce petit enfant de la forêt de Gourbert en Guadeloupe poursuivit son rêve de gosse pour faire de son papillon d'émeraude une île magique exemplaire pour que
la planète puisse devenir, et singulièrement la Guadeloupe puisse devenir, un oasis planétaire exemplaire, en quête de solutions magiques, écologiques, surtout pour sauver nos écosystèmes. Heureuse, remplie de bonheur, remplie de perspectives, les générations futures lui dire tout simplement merci, Henri. Tim Tim, Bois sec. est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Alors, puisque la cour ne dort pas, permettez-moi de vous remercier de votre attention. Merci beaucoup Henri de nous avoir partagé cette histoire qui fait par de nombreux aspects écho à la vôtre en tant que fondateur de Phytobocase. Alors pour que chaque auditeur puisse bien comprendre les enjeux de ce conte, j'aimerais vous poser quelques questions. Pour commencer, pourriez-vous nous dire quelle est la morale du conte? Selon moi, la morale de ce conte, c'est que je me rends compte que je vis sur une île merveilleuse, je vis sur un papillon d'émeraude, avec 3800 espèces de plantes, 3800 usines qui sont fermées, et nous sommes aveugles de notre environnement, nous sommes aveugles de nos richesses. On importe tout, tout et tout. Il est impossible pour qu'un pays puisse se développer ne compter que sur le bien des autres et pas suffisamment sur ses propres biens. Donc, la morale de cette histoire, c'est que si vous voulez vous développer économiquement, vous devriez aller chercher au plus profond de vous-même ce que vous avez de spécifique, c'est-à-dire donc ces plantes, toute cette richesse, toute cette tradition, et c'est ce que je retiens de cette belle histoire. Donc cette île Papillon que vous nous faites découvrir, on a bien compris qu'il s'agissait de la Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi votre lieu de naissance et votre lieu de vie vous inspirent dans votre démarche d'innovation? Vous savez, chacun de nous, nous sommes nés quelque part. Et là, permettez-moi de remercier ma maman et mon papa d'être nés dans un paradis, cette île d'émeraude. Et qu'est-ce qui est le plus important pour un homme? C'est d'être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, ce que l'homme oublie, c'est que cette bonne santé est dépendante de ce qu'on appelle des sphères. Moi, Henri Joseph, je suis un homme, je fais partie de la vie, donc du bio, je fais partie de ce qu'on appelle la biosphère. Et cette biosphère est conditionnée par d'autres sphères, l'atmosphère, l'air, l'hydrosphère, l'eau que je bois, la géosphère, là où je fais pousser mes plantes. Mais si nous polluons l'hydrosphère, la géosphère et l'atmosphère, cette pollution aura pour conséquence la mauvaise santé de cette biosphère. Donc là, il faut qu'on puisse parler de santé globale pour pouvoir être déjà en bonne santé et pour pouvoir produire, parce qu'on est en bonne santé, on peut produire. On peut produire et produire sain. Et c'est pour ça que je suis très content d'être né dans ce paradis. Alors, en innovation, on va souvent parler de la théorie de l'effectuation. Il s'agit d'innover notamment à partir de l'existence qui nous entoure. Et forcément, ça me fait penser au nom de Phytobocase, donc les plantes autour de la maison. Est-ce que c'est bien la démarche que vous avez adoptée et comment vous innovez en valorisant les éléments qui vous entourent? En fait, pourquoi aller chercher très loin ce que nous avons au bocal, ce que nous avons autour de la maison? Le problème, c'est que si vous importez, il faut bien qu'il y ait des avions et des bateaux qui vous emmènent ce dont vous avez besoin pour innover. Alors que la nature nous a offert énormément de trésors, 3800 espèces de plantes, 220 espèces comestibles, 625 plantes médicinales, mais on n'a besoin de rien. Et avec toutes ces plantes, on peut fabriquer tout ce dont on a besoin, notre nourriture, nos médicaments, nos couleurs, nos textiles avec le coton, le lait, etc. Donc, en fait, au lieu d'être là et dire qu'on est pauvre, soyons riches de nos richesses et valorisons ces richesses à partir de cette biodiversité.
Pour terminer, et comme il est de tradition dans les contes de l'innovation, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le personnage imaginaire qui vous inspire le plus? Vous savez, ce qui paraît le plus extraordinaire quand un touriste débarque en Guadeloupe, c'est cette chaleur humide, mais c'est surtout le bruit de la biodiversité le soir, avec des grenouilles, des sauterelles, et ça fait un bruit vraiment très, 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 très important. On n'entend que ça. Et nos parents nous racontaient des histoires quand on était petit, à la lueur de la lumière de la lune. On était assis sur un petit banc. Il y a un proverbe guadeloupéen qui dit « Prends un petit banc là, assisez, prenez le petit banc pour vous asseoir. » Et on prenait le petit banc et on écoutait papa, maman, les tontons, les tatis nous raconter des histoires. Et il y avait beaucoup de personnages emblématiques, comme Compé Lapin, Compé Zamba, Compé Loura, Tijan. Et le personnage emblématique qui correspond le plus à mon image, selon moi, serait Tijan. Pourquoi Tijan? Parce que Tijan, c'était celui qui était curieux, c'était celui qui inventait, c'est lui qui trouvait tout le temps la solution, toujours à partir de son environnement. Et personne ne pouvait et ne lui donnait de leçons parce que il trouvait toujours la solution pour les autres. Donc, je suis le petit Jean. Merci beaucoup Henri pour ce voyage merveilleux, mais pas seulement merveilleux, très inspirant aussi. Et vous qui nous écoutez, vous l'aurez compris, il y a 3 points à retenir du conte de l'île d'Émeraude. Le premier point, c'est que l'innovation consiste aussi à porter un regard neuf sur ce qui nous entoure. Le deuxième point, c'est que notre capacité à innover, elle se nourrit de nos passions. Passion pour un endroit, passion pour la biodiversité, etc. Et puis enfin, une démarche d'innovation doit se fonder sur des valeurs et des engagements forts pour être pérenne. Vous venez d'écouter l'histoire de l'île d'Émeraude par Henri Joseph, fondateur de Phytobocase. Merci Henri et à très bientôt. Et j'ajouterai que l'innovation ne tombe jamais du ciel, c'est toujours le résultat d'une contrainte. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt et nous, on se retrouve pour le prochain épisode du podcast des contes de l'innovation. La suite des contes nous emmènera en terre camarguaise, à la rencontre de plusieurs Flamands qui ont beaucoup à nous apprendre. L'histoire de ces Flamands nous sera racontée par l'équipe de la Tour du Valat, à l'origine de l'initiative Adopte un Flamand. Soyez prêts à vous envoler avec le podcast des contes de l'innovation. À très bientôt pour un prochain épisode.